Bonjour et bienvenue à tous sur Libraster. Le sujet d'aujourd'hui est l'émancipation des femmes au travers de l'évolution de la mode vestimentaire féminine. En effet, depuis le XVIIIe siècle, le vêtement féminin a subi de nombreux changements jusqu'à nos jours. Et en fonction des époques et des mentalités, la mode évolue avec sa société. Pour définir ce qu'est la mode et l'émancipation, retrouvons notre invitée, Valérie Dupont, sociologue et experte du comportement humain. Bonjour, merci de m'accueillir. D'une part, la mode vestimentaire désigne la manière de se vêtir conformément au goût d'une époque dans une région donnée. C'est un phénomène qui implique le collectif via la société, le regard qu'elle renvoie, les goûts individuels, les codes qu'elle impose et plein d'autres choses. Les vêtements sont dits contextuels, ils dépendent de l'époque et de la société. C'est un moyen d'affirmer son rang social, son groupe social, son pouvoir d'achat et la personnalité de l'individu. D'autre part, l'émancipation d'un individu consiste à s'affranchir d'un lien, d'une entrave, d'une domination ou d'un préjugé. L'émancipation de la femme s'étend au niveau de la société et au niveau de la famille. Le but est alors d'abolir la puissance maritale et d'instaurer l'égalité entre les époux. Concéder aux femmes le droit de faire un honnête usage de leurs facultés et ainsi de rendre disponible à tous sans aucune distinction de sexe, les métiers, les travaux, les emplois, les professions libérales, les carrières industrielles et autres. Enfin, reconnaître aux femmes une part d'intervention dans la société. Merci à vous. À présent, retrouvons nos envoyés Octavia Willig et Jocelyne Affolter dans ce reportage qui traverse les époques. Bonjour à vous! Avant tout, il faut savoir que le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières et qu'il représente la Belle Époque. Ce siècle se déroule en 3 grandes périodes, la Régence, le règne de Louis XV et le règne de Louis XVI. L'État français est encore sous l'Ancien Régime et est alors constitué de 3 catégories sociales, la noblesse, le clergé et le tiers-État. Cependant, la Révolution française a pour visée l'abolition des privilèges. Le rôle de la femme du XVIIIe siècle varie beaucoup en fonction de sa classe sociale. Par exemple, la femme du tiers-état travaille, cependant, il nous reste que très peu d'écrits qui puissent témoigner de son quotidien, qui n'était qu'exigence et abnégation. Ainsi, on privilégiera les évolutions vestimentaires de la femme noble. La vie des nobles est parfaitement codifiée. La sacro-sainte étiquette de la cour règle et prépare chacun de leurs gestes. Tout est choisi de la manière de se comporter jusqu'à l'apparence vestimentaire. L'improvisation n'est pas envisageable, de peur d'offusquer le souverain. Pour mieux comprendre cette notion de travail, adressons-nous à nouveau à Valérie Dupont. Au sens économique usuel, le travail est l'activité rémunérée ou non qui permet la production de biens et de services. S'il en résulte un bénéfice, il s'agit alors d'une production marchande. Sinon, c'est une production non marchande. Merci à vous pour cette précision. À présent, rentrons dans le corset du sujet. Le XVIIIe siècle est un siècle libertin. En effet, il voit apparaître de coquets jupons en soie ornementés de rubans et de dentelles. Voyons cela plus en détail avec Octavia Willig et Jocelyne Affolter. Il faut savoir qu'avant le XVIIIe siècle, le corset était rigide et empêchait toute action de la part des femmes. Nous pouvons penser que cela arrangeait les hommes qui ainsi préservaient leur supériorité. You have become a fine woman, Elizabeth. I can't breathe. Cependant, le corset vint à s'assouplir de plus en plus, permettant alors aux femmes d'enfin respirer correctement sous le règne de Louis XV. En 1750, le corps médical dénonce même les dommages du corps à baleine sur la santé des femmes. Le corset est accompagné de paniers qui apparaissent dans le but de sculpter la robe par le dessous. On remarque que cet alignement de cerceaux de bois ou d'osier, suspendus à la taille par des rubans ou par des tiges verticales, sont très larges sur le côté mais plats à l'avant et à l'arrière. Ainsi, la rondeur des hanches est accentuée et la taille affinée. On assiste donc à une perfection de la plastique féminine qui accompagne une société de paraître. À présent, nous allons tester le corset et le jupon pour des actions que nous effectuons tous les jours. Nous verrons ainsi si les préjugés que nous avons sur ces sous-vêtements sont bien réels et lequel est le plus encombrant dans la vie de tous les jours.
donc et les reproductions du quotidien que nous avons fait montrent bien que chacun de ces deux sous-vêtements, le corset et le panier, sont contraignants à leur manière. La femme est alors prisonnière de ses sous-vêtements et n'a pas la possibilité d'être indépendante. Bien qu'on ne les voyait pas, les sous-vêtements étaient très importants, car ils sculptaient le corps des femmes sous leurs robes. À savoir qu'une robe est un vêtement qui couvre le corps. Elle est composée d'une ou plusieurs pièces en fonction du modèle. Au XVIIIe siècle, elle comprend ou non des ouvertures supplémentaires permettant de l'ajuster plus ou moins près du corps par un laçage ou des boutons. Voyons cela plus précisément avec nos reporters. Avant le concept de féminité lors de la Renaissance, la robe en Europe était portée par les deux sexes. Vers 7 ou 8 mois, l'enfant revêtit la robe. Celle des garçons est boutonnée à l'avant et celle des filles est boutonnée à l'arrière. De plus, les cols sont différenciés selon le sexe. La robe abolit les différences de sexe, ainsi que le port des cheveux longs pour les garçons et pour les filles. C'est à partir du XVIIIe siècle qu'apparaissent des robes plus ajustées et plus raccourcies, notamment avec une encolure très dégagée et ainsi que les premiers bustes lacés. Au XVIIIe siècle, c'est le style rococo qui domine la mode. Il est caractérisé par une utilisation de teintes douces, de motifs mêlant fleurs, feuilles, fruits et rubans. De plus, ces lignes courbées et asymétriques rappellent les volutes des coquillages et des feuilles. Ce style insère également dans ses créations des peintures. Les classes sociales ont influencé la mode, mais la mode a également influencé les classes sociales. Elles se démarquaient dans les tissus. Par exemple, le satin, le velours et les soies étaient réservés pour les plus riches, et le coton et la laine pour les plus pauvres. Le vêtement est la robe caractéristique des femmes du XVIIIe siècle. Cependant, suite à la Révolution française de 1789, le pantalon s'installe doucement dans les garde-robes de celles-ci et apparaît ainsi dans la société. Historiquement, le pantalon accompagne la domestication du cheval et est strictement réservé aux hommes. C'est lors de son apparition en France que le décret du 29 octobre 1793 de l'Église, accompagné par l'opinion publique, interdit à quiconque de porter un vêtement du sexe opposé, et le pantalon étant considéré comme un vêtement d'homme, est alors interdit aux femmes. Celles qui osaient porter le pantalon sans s'être déclarées à la police, ou qui ne faisaient pas un métier d'homme, étaient condamnées et considérées comme lesbiennes ou de mauvaise vie. En effet, il était dit qu'une femme honnête a les genoux sales et donc portait la robe. Cependant, en France, certaines femmes, comme Rosa Bonheur et George Sand, bénéficiaient d'indulgences de la part des autorités. Si le pantalon était déjà l'un des symboles des révolutionnaires, il est aussi devenu l'emblème de l'émancipation des femmes. Il faut savoir que le XIXe siècle est un siècle de grands changements. De l'Empire napoléonien à la Troisième République, en passant par la Restauration, la monarchie de Juillet, la Seconde République et le Second Empire. La France assiste alors à une impressionnante succession de régimes politiques. Avec l'apparition du XIXe siècle, les paniers s'arrondissent et les crinolines prennent leur place. C'est à cette époque que l'on connaît les jupes les plus volumineuses. Quant au corset, il se perfectionne avec l'ajout de lacets élastiques et d'œillets métalliques, ce qui lui permet de mieux s'adapter à la vie des femmes. L'apparition des corsets de grossesse et des corsets souples pour les bains de mer montre l'obsession de l'époque d'une taille toujours plus fine et souligne le manque de liberté des femmes. De son côté, la robe prend plusieurs formes successives. Le fourreau sous l'Empire et la Restauration, la cloche jusqu'en 1850, avec la crinoline jusqu'en 1870 et la tournure jusqu'en 1910. Lorsque la robe devient un vêtement exclusivement féminin au milieu du XIXe siècle, elle condamne la femme dans son rôle en réduisant ses mouvements par le biais de jupons démesurés ou par des carcans de tissu. Le XIXe siècle signe le retour à l'ordre après les troubles de la Révolution. Le pantalon, qui était alors perçu comme un signe révolutionnaire, s'installe durablement dans la société. D'une part, le pantalon est un vêtement fermé, contrairement à la robe qui souligne l'accessibilité des femmes. D'autre part, celui-ci est bien plus pratique que le vêtement féminin qui est encombrant. En effet, la superposition de jupons, le port des sous-vêtements, du corset et des porte-jartelles prive la femme de toute mobilité, renforçant sa supposée infériorité physique. De plus, l'autorisation du port du pantalon peut toutefois être demandée si elle est justifiée par un certificat médical, bien qu'il soit déjà autorisé si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Le pantalon moderne est alors adopté vers 1850 sous le surnom « tuyau de poil ».
Il faut savoir que le XXe siècle est une époque qui connaît des événements culturels, sociaux et historiques marquants, comme par exemple les deux guerres mondiales de 14-18 et de 39-45, ou encore les grandes avancées technologiques. Les évolutions vestimentaires du XXe siècle permettent aux femmes de s'affirmer et ainsi de s'émanciper en Europe et en Amérique du Nord. Entre 1900 et 1914, les femmes remplacent les encombrantes crinolines par les tournures qui, ouvertes devant, ne soutiennent plus les jupons qu'à l'arrière de la silhouette. Le corset droit devant aplatit le ventre et projette les hanches en arrière. Cependant, dès 1910, il se transforme peu à peu en gaine. La plastique de la femme prend ainsi une forme très cambrée, caractéristique de cette époque, qui rappelle la forme d'un S. Grâce à l'essor des grands magasins, la consommation de la lingerie augmente et celle-ci n'est plus cachée, mais à la vue de tous, ce qui engendre le raccourcissement des robes. Il faut attendre le début du XXe siècle pour voir le port du pantalon au féminin se démocratiser. En effet, en 1909, le décret imposé à la Révolution est aboli et les restrictions sont moins nombreuses, bien que toujours présentes. Les guerres du XXe siècle participent à l'émancipation des femmes en permettant aux femmes de la bourgeoisie de travailler en remplaçant les hommes partis au front. Ces guerres totales font participer tous les individus sociaux, mais laissons Madame Dupont mieux nous l'expliquer. Cette notion de guerre totale qualifie un conflit armé qui mobilise toutes les ressources de l'État, comme sa population, sa justice, son économie ou encore sa politique. La société en pleine guerre de position est alors dite plus rationnelle. Cette notion de rationalité passe alors par les vêtements. En effet, les grandes guerres bouleversent la vie des femmes. Leur silhouette change alors radicalement. On leur confie des tâches dites d'hommes pour pallier à l'absence de ces derniers partis au combat. Il arrive même que certaines femmes soient aux commandes d'autres hommes. Cette inversion des rôles participe à leur envie d'émancipation économique et sociale. Exactement. De plus, pendant les années folles de 1919 à 1929, se manifeste un courant de mode, la mode garçonne. Cheveux courts, silhouette androgyne et longiligne, le phénomène est propre aux années 20. Il naît de l'émancipation des femmes et d'une revendication pour l'égalité des sexes. La mode garçonne reflète une mutation culturelle de la représentation du genre féminin qui préfigure la femme contemporaine. Les sous-vêtements des femmes changent et s'adaptent. Les corsets, les jupons et tournures sont abandonnés au profit d'une silhouette plus simple. La poitrine s'efface avec le caraco qui ne maintient plus la poitrine, au contraire des jambes qui se dévoilent avec des robes courtes et droites. En 1914, Marie Phelps Jacob invente le soutien-gorge composé de 2 mouchoirs en soie reliés par un ruban rose. Après la Première Guerre mondiale, la coupe se simplifie et donne une plus grande liberté de mouvement aux femmes, à la grande différence du XVIIIe siècle. C'est vers 1920 que les robes commencent à laisser entrevoir les chevilles et qu'apparaît la petite robe noire. De plus, les femmes peuvent désormais porter le pantalon pour jouer au golf ou pour skier. Il devient aussi un vêtement d'intérieur. La lingerie de l'entre-deux-guerres va redonner des formes aux femmes. En effet, les années 30 et 40 laissent de côté l'esthétique au profit du confort et de la praticité. Le culte de la minceur continue de persister depuis les années 20. Le port du soutien-gorge se démocratise notamment avec l'ajout de bretelles élastiques qui continuent de le rendre plus adapté. De plus, la firme américaine Warner met en place le système des tailles de bonnet, de A à D, qui existe toujours aujourd'hui. Cependant, lors de la Seconde Guerre mondiale, naît la guêpière et le balconnet pour accompagner la nouvelle silhouette féminine qui s'est considérablement amaigrie durant le combat, mais qui souligne tout de même la poitrine et les hanches. La poitrine des années 50 se caractérise par sa taille. Les femmes arborent une poitrine proéminente, une taille de guêpe et des hanches rondes. C'est l'âge d'or de la pin-up. Mais qui de mieux pour représenter ces années que Marilyn Monroe ou encore Ava Gardner qui dévoilaient leur plastique représentative de ce modèle féminin de l'époque. Dans les années 30, le pantalon vient à se démocratiser avec l'intervention d'actrices célèbres comme Marlène Dietrich qui se fait prendre en photo en pantalon ou encore Greta Garbo et Katharine Hepburn qui choquent Hollywood en portant régulièrement des pantalons ou le smoking, un vêtement d'homme. Cependant, c'est finalement le sport qui permettra aux femmes de porter des pantalons. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes reprennent la place de leur mari, partis à nouveau pour la guerre, portent leurs pantalons pour ainsi pouvoir effectuer leurs tâches dans les usines. Après la guerre, les femmes continuent de porter le pantalon comme tenue de détente, mais il est encore mal vu de le porter à l'école ou au travail.
Il est socialement accepté pour les femmes de porter un pantalon pour des activités de loisirs ou de jardinage. Durant les années 60, le corps de la femme tend à se libérer et à se dénuder, en laissant de côté les gaines et encore les soutiens-gorge. En effet, le soutien-gorge se colore bien qu'il ne soutienne plus la poitrine. La silhouette féminine est extrêmement fine et quasiment androgyne. De plus, pour certaines femmes, les sous-vêtements représentent une oppression sexuelle. Les années 70 prônent la liberté de la femme qui est désormais maîtresse de son corps et de sa silhouette. Bien que ces années tendent vers l'explosion des dessous ultra érotisés, la lingerie du quotidien se résume à une paire de collants, un slip et un soutien-gorge. Pour finir, les sous-vêtements deviennent invisibles. En 1960, Courrèges et Yves Saint Laurent, accompagnés de certaines grandes marques et créateurs, font du pantalon pour femmes un véritable vêtement de mode et abolissent ainsi la dictature de la jupe en Europe. Par exemple, Coco Chanel porte elle-même le pantalon et tente de l'intégrer dans le quotidien des femmes, malgré la réticence de ses clientes. Le style androgyne étant de plus en plus à la mode, le créateur Yves Saint Laurent réinvente le smoking pour les femmes en 1966. Le monde social des années 60 se montre réticent au changement et à la nouveauté. En effet, l'entrée dans certaines soirées mondaines ou certains restaurants chics est prohibée pour les femmes portant un pantalon. Cependant, le smoking réservé aux femmes fait sensation chez la presse de l'époque. Au début des années 60 jusqu'en 1966, le pantalon féminin commence à être porté à l'école, mais est autorisé seulement s'il est recouvert d'une jupe. Au début des années 70, le pantalon féminin se vend très bien et arrive en tête des ventes avec une augmentation de 300% des chiffres d'affaires entre 1970 et 1976. Les années 60 et 70 sont marquées de nombreux changements, notamment avec l'arrivée de la mini-jupe en 1962 et de la mode disco. Les années 70 sont synonymes d'extrême. Tous les courants culturels qui dominaient ces années ont tous en commun de ne reculer devant rien et d'exprimer par leurs vêtements et la musique, comme les hippies, les punks et les fans de disco. La libération de la femme et les révoltes de mai 68 ont fortement influencé la mode des années 70. Ainsi, le pantalon est définitivement unisexe et les femmes portent les cheveux aussi bien longs que courts. Le mouvement disco montre les débuts de l'influence des États-Unis sur la mode et l'Europe. La femme des années 80 est financièrement indépendante et le restera. La mode est prédominée par les vêtements moulants qui affirment une forte sexualité et avec la démocratisation du string qui était auparavant réservé aux stripteaseuses. Les femmes choisissent de plus en plus d'allier féminité et esprit pratique. Les années 80 marquent un retour aux années 50 avec les poitrines généreuses et les silhouettes de plus en plus minces qui sont l'idéal de la beauté féminine, comme le montre Kate Moss, top modèle du moment à cette époque. Avec le retour de la mise en valeur des poitrines, le soutien-gorge ampliforme, existant depuis 1961, rehausse et recentre toutes les poitrines et rencontre ainsi un énorme succès. Pour gagner toujours plus de praticité, le string sera peu à peu détrôné par le slip brésilien. Un besoin est un sentiment de manque physique ou psychique accompagné du besoin de le faire disparaître. Il varie en fonction de l'époque et de la société. De plus, l'être social a toujours à choisir, c'est le principe de l'arbitrage. Un choix est le fait de donner une préférence à quelque chose en écartant autre chose. Cependant, la société de consommation des années 80 et 90 est une société de consommation dite ostentatoire. En effet, les logos, les marques, les couleurs et les tendances règnent sur les choix des êtres sociaux qui ne sont plus dits rationnels. On peut alors parler d'effet de mode où la pression sociale existante nous incite à un comportement conforme ou grégaire. Un comportement dans une situation ambiguë nous semble correct si d'autres l'appliquent. La pression pour se conformer est alors si puissante qu'elle échappe à toute critique. Cette traversée des époques s'achève à présent avec le XXIe siècle, qui est caractérisé par une forte mondialisation et par l'influence constante des États-Unis. Ces facteurs permettent alors un mélange des cultures que l'on retrouve dans l'art, la cuisine, la technologie, ainsi que dans la mode. Cette dernière est signée par la nouveauté, mais aussi par la nostalgie. En effet, on retrouve beaucoup d'éléments des modes passés, comme ceux du XXe siècle. Cependant, on observe une masculinisation du féminin et une féminisation du masculin. Pour compléter nos propos, laissons Madame Dupont détailler cela. En effet, depuis les années 2000, on constate un mélange des genres. Par exemple, le pantalon des hommes est plus cintré et plus serré, ce qui rappelle le jean skinny des femmes, et les femmes portent des pantalons et des pulls plus larges, comme par exemple le boyfriend. Ce phénomène est accentué par les vêtements dits unisexes et par le port de la basket par les femmes et les hommes.
Sur une population de 96 personnes, nous leur avons posé des questions et recueilli les résultats de 39 d'entre elles. On constate que tous les individus sont âgés de 15 à 18 ans et qu'il s'agit d'environ 70% de femmes. Ces individus pensent que la mode féminine évolue positivement à 76% contre 18% de négatifs. Cette dernière serait à 86% représentative d'une femme d'aujourd'hui forte et indépendante. On remarque que les icônes mode sont essentiellement des célébrités américaines que l'on voit au quotidien par le biais du cinéma et de la musique. Cela renforce l'influence américaine. La majorité des individus répondent que leur comportement n'est pas toujours dicté par des tendances, seule une minorité l'est. D'après ce sondage, on constate que le harcèlement de rue et le regard des autres sont des contraintes à la mode de ce siècle. En effet, 50% des individus évitent de porter certains vêtements, comme une jupe ou une robe trop courte, un décolleté trop plongeant, des vêtements trop originaux ou encore des vêtements trop moulants. Ces réticences traduisent un manque de confiance en soi. Cependant, la mode devrait permettre aux personnes de s'affirmer et d'exprimer qui elles sont. Pour finir, différents styles s'installent dans la société, mais ce sont plutôt les styles féminins, vintage, sportwear, casual ou encore rock qui sont les plus portés. Merci beaucoup à Madame Dupont et Octavia Villig et Jocelyne Affolter d'avoir traversé les époques. Durant ce reportage, nous avons vu que la mode a exercé une influence sur l'émancipation de la femme du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Merci et rendez-vous la semaine prochaine sur Libraster pour un nouveau reportage exclusif et inédit, toujours au courant des dernières modes.